Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous, on est tous heureux de vous retrouver comme chaque mercredi. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre 2024. Eh bien, les nouvelles du ciel, bien sûr, bien aujourd'hui, on attend un peu de pluie du côté de l'Oranie, mais en fin de journée, ça va s'atténuer. On espère, d'après la météo, hein, on ne sait pas. Voilà, il l'air, comme on dit. Voilà. Alors, on commence notre feuille de route en cette matinée avec la rubrique de droit. Il sera question de parler de la loi. Alors, oui, je vous laisse ça, on va dire, en point d'interrogation. Vous allez le découvrir avec Maître Saber Djamila qui est juste à côté de moi. Et bien sûr, la rubrique de santé. Aujourd'hui, on va parler sur la grippe saisonnière. On aura le professeur Salah Lello qui viendra débattre ces questions sur la grippe saisonnière. L'université, ils seront présents avec nous avec l'histoire d'Oran et la sortie d'un très bel ouvrage, d'ailleurs, sur tout ce qui concerne Wahran el-Behia. Et bien sûr, l'entrepreneuriat qui sera présent avec nous aujourd'hui, et bien avec le colloque national sur l'entrepreneuriat et son rôle dans la création des startups. Et bien, on verra cela avec notre invité. Non, quand même. La rubrique de sport aussi, on aura des triathloniens, on va dire, qui seront présents avec nous. Ce sont des médaillés qu'on va découvrir ensemble. Dernière ligne droite avec mon collègue et ami Ilyes Benziyen qui nous donnera des nouvelles sur le cinéma et les sorties des nouveaux films. Et voilà. Et bien sûr, voilà, comme d'accoutumé, on commence par une très belle chanson. Puisqu'il évoque tous les quartiers d'Oran, que ce soit, on va dire, Est, Ouest, Centre d'Oran, eh bien, Wahran el-Behia est toujours Behia. On ne peut pas contourner Wahran en fait. Hein. Alors comme d'accoutumé, quand je l'ai annoncé tout au début, la rubrique de droit, elle est présente avec nous, notre avocate à la cour d'Oran Saber Djamila. Bonjour. Bonjour Iber. Ça va? Bonjour, vous êtes bel et bien réveillé, c'est bon. Ah oui, très tôt. Vous avez pris un bon café. Alhamdoulilah, oui. Vous êtes café au lait, thé, café noir le matin noir. sans sucre, avec sucre. Sans sucre. Vous prenez un truc avec rien. Non, juste rien. Un café noir sans sucre. Vous le dégustez. Oui. Très bon café le matin pour un bon réveil au Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran. Alors, comme je l'ai annoncé tout au début, la rubrique de droit aujourd'hui, on va aborder l'article 87 bis modifié du code pénal algérien. Alors, modifié par Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune.
Alors, qu'est-ce que justement cet article 87 bis? Tout à fait. Juste une précision. Oui. Donc, justement, le sujet de cette émission, on l'a fait à la demande des téléspectateurs. Justement, oui. Il y a eu Oui. beaucoup de demandes pour qu'on puisse leur expliquer ce que Ils c'est. n'avaient pas. D'ailleurs, ils ont entendu parler de cet article, Tout à fait. mais ils n'ont pas compris La contenance de l'article. de Et l'article. de quoi ça parlait. Alors voilà. Donc, L'article 87 bis qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, on va dire. Eh bien, on va le découvrir ensemble avec notre conseillère juridique. tout à fait. Donc, comme à chaque fois, comme on le fait, on a quand même une certaine méthode de travail. Quand on parle de l'article ou de la loi, on essaye aussi de donner son origine. Comment cet article est né déjà. Justement. Cet article, Parce que moi, je sais juste qu'il a été modifié en 2021, tout à fait. normalement. Tout à fait, Donc par c'est bon, ordonnance, mais- par décret voilà. présidentiel. Exactement, Tout à par fait. décret présidentiel. Tout à fait. Mais son origine, je ne sais pas. Alors, je vais vous le dire. Je ne vais connais vous pas son raconter. origine. Pour qu'on puisse bien comprendre la contenance de cet article. Donc cet article a été, c'est-à-dire a été légiféré, donc il est ce qu'on peut dire, si on peut dire, il est né dans les années 90. Donc les D'accord. années où on connaît très bien, c'est-à-dire il y avait l'Algérie est passée par une période quand même assez difficile. Ah, c'est très difficile, Très la bien. décennie noire. Tout à fait. Donc C'est ce qui a renforcé justement l'Algérie. Hein. tout à fait, tout à fait. Bah oui, oui, l'Algérie bien a sûr. pris un élan. Oui. Et toute loi et tout article de loi est né suite à des mutations de la société, qu'elles soient économiques, sociales ou politiques, ou sécuritaires aussi. Justement, bah Donc, vu l'état, c'est-à-dire l'ambiance de l'époque, là, il y a eu cet article qui a été légiféré, qui est né, l'article 87 bis. Donc, mais en les années 95, comme ça, 93, 95, c'était juste, il n'était pas assez développé. Donc, ça parlait juste. Alors, notre réalisateur, Fouad Blaha, merci. Alors, il a dit que la loi est née le 25 février 1995. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, Merci. voilà. Donc, mais ça contenait juste deux formes, c'est-à-dire de la définition. Sa définition, c'était quoi? L'acte terroriste et subversif. Donc, c'était quoi? Ils ont défini c'était quoi un acte terroriste, c'est-à-dire qu'il essayait de déstabiliser, parce qu'à l'époque, on a essayé de déstabiliser l'État algérien Carrément, oui. par des actes terroristes et tout ça. Donc, ça a été défini. Ils ont oublié que c'était l'Algérie. Tout à fait. C'est pas n'importe quel Tout à pays, fait. c'est pas n'importe quelle nation, c'est l'Algérie. Tout à fait. Donc, il y a eu cet article-là qui est né en 95, qui a été légiféré. Moi, je dis né, parce que c'est vrai, c'est une naissance. Parce qu'on va voir ensuite son évolution, que ça a été fait. Et donc, à l'époque, donc, tout acte terroriste, donc, c'est-à-dire visant la stabilité de l'État ou la sûreté de l'État, était puni par la peine de mort. Ensuite, quand il y a eu ce qu'on appelle un moratoire, donc qui a commué la peine de mort en perpétuité. D'accord. Alors j'explique. Quand on parle Voilà, de oui. moratoire, Oui, vous avez lu sur mon visage Tout à que je n'avais fait. rien compris. non mais c'est normal, c'est très technique. Oui, voilà, c'est technique, beaucoup C'est du plus. droit, c'est très technique, des termes très techniques aussi. Donc j'ai parlé de moratoire qui a commué la peine de mort en perpétuité. C'est quoi un moratoire? C'est-à-dire c'est quand une loi suspend une autre loi. C'est-à-dire, à l'époque, l'Algérie avait signé des conventions internationales, c'est-à-dire contre la peine de mort. Donc, on peut pas. Le code pénal, elle existe, la peine la peine de mort. Elle existe dans le code pénal, mais on ne peut pas l'appliquer parce que ça a été suspendu par la signature de conventions internationales. Donc là, on commue, c'est-à-dire on inverse de la peine, de la condamnation à mort à la perpétuité, carrément. Donc, et ensuite, il y a eu toute une modification quand même avec le temps, parce qu'entre-temps, il y a eu des modifications. Il y a eu, en 1919, il y a eu le Hirak. Oui. Donc, ensuite, on a vu... Alors là, pour ça, je vous dis, toute loi c'est-à-dire est légiférée selon ce qui se passe dans la société. Ah ben oui. Voilà, les mutations sociales, sécuritaires, qu'est-ce qui peut toucher la sécurité du pays, l'intégrité du pays aussi. Donc, entre-temps, il y a eu le Hirak. Ensuite, il y a eu le Hirak, on a essayé de le torpiller.
par des organismes terroristes, et des personnes mal intentionnées qui voulaient. L'Algérie, elle est toujours visée, hein, parce que c'est un État fort. Oui, c'est un État très fort. Voilà, qui a des principes, qui a des positions aussi. Des positions aussi. C'est une grande nation. Voilà. Donc, c'est normal que ce pays soit toujours. On essaiera de l'attaquer. Donc, suite à cela, à l'époque, c'était durant le premier mandat de notre actuel président, M. Abdelmadjid Tebboune, c'était en 2021. Oui. Donc, c'est l'ordonnance 2108 plutôt. Donc, ils ont modifié et enrichi cet article. Voilà. Donc, ils ont rajouté un panel d'articles qui est allé jusqu'à 87 bis 10. Donc, c'était juste bis, il y a eu 1, 2, jusqu'à 10. Donc, il y a eu un enrichissement. Et c'était quoi? C'était à la suite de ce qu'il y a eu, comme ce que l'Algérie a vécu pendant cette période de Hirak et tout ça. Exactement. On a essayé. Alors, mais l'article, c'est-à-dire, on peut l'appliquer dans quel cas, justement? Alors, voilà. On peut l'utiliser et l'appliquer dans quel cas? Alors, il y a eu, c'est pour ça que je vous dis, jusqu'à bis 10. Donc, il y a eu plusieurs cas cités. Il y a eu un panel, hein, ça a été enrichi quand même. L'article a été vraiment enrichi. Donc d'abord, tout ce qui touche à la sécurité, à la stabilité de l'État, de ses institutions, tout ça dirait considéré comme tout ce qui essaye, c'est-à-dire de s'accaparer à tout ce qui est la gestion, le gouvernement, à la souveraineté de l'État, ou d'essayer. Donc tout ça, ça rentre dans aussi la stabilité de l'État. Ah ben oui, parce qu'il faudrait au moins avoir quand même une ligne de sécurité. Tout à fait, pour protéger les institutions de l'État, l'Algérie en général. Tout à fait. Tout ce qui peut créer, c'est-à-dire une rébellion, des manifestations qui peuvent, c'est-à-dire empêcher le citoyen de vivre normalement, de sortir chez lui, d'exercer ses activités et tout ça, aussi ça. Donc ça rentre dans cet article aussi. Donc tout ce qui touche à l'armement aussi, donc c'est-à-dire l'importation, la vente, l'utilisation, c'est-à-dire de l'armement non autorisé et tout ça, donc aussi ça rentre dans... Parce qu'il y a eu, vous vous rappelez, à travers les informations, il y a eu beaucoup de groupes qui ont été démantelés. Exactement. Voilà, avec des armements, des armes plutôt, et tout ça quand même qui était assez important. Donc il y a ça, donc tout ce qui touche à la gouvernance du pays aussi. Parce que c'est très important, parce qu'il y a eu tout ce qui... il y a eu ce qu'on a, moi, ce que j'ai vu avec la modification de cet article, il y a eu toute personne qui œuvre ou incite. C'est-à-dire œuvre, c'est-à-dire par quelques moyens que ce soit. C'est-à-dire tous les moyens. Quand on parle de quelques moyens que ce soit armé, ou à travers des déclarations, à travers des écrits. C'est-à-dire là, le législateur il nous a laissé le champ libre, c'est-à-dire pour pouvoir appliquer c'est-à-dire à chaque fois. Il y a des personnes qui écrivent, il y a des personnes qui déclarent, qui participent à des tables rondes, à des émissions, à des interviews qui touchent surtout l'intégrité la sécurité et l'intégrité du territoire national. Ah bah oui. Il est inviolable. Donc voilà. Alors il y a des personnes qui participent à des tables rondes, à des émissions, pas en Algérie, ailleurs, et sur les réseaux sociaux, qui essayent de diviser l'Algérie, qui essayent de toucher à l'intégrité nationale. Et cet article, il est clair dans ce sens-là. Clair, net. Voilà, d'ailleurs, il est très clair. On le voit à travers l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Oui, c'est... Voilà, sur le grand écran, normal, en principe, voilà. Tout à fait. Donc, toute personne qui essayera de toucher surtout la sécurité et l'intégrité du territoire national. Ça, c'était un panel qui a été rajouté, donc surtout, parce que le législateur a vraiment insisté sur ça, l'intégrité. Parce qu'il y a eu beaucoup, c'est-à-dire, ils ont essayé des fois, et quelles sont les sentences? Ah ben, c'est carrément... C'est la peine de mort? La peine de mort qui est commise en perpétuité. D'accord. Et des fois, quand il s'agit juste de déclaration, c'est de 10 ans à 20 ans. C'est de 5... La peine la plus minime, c'est 5 ans. Et ça va de 5 ans à 10 ans, 10 ans, 20 ans et 20 ans perpètes. La perpétuité, voilà. Et là, croyez-moi, c'est pas... Et là, c'est jugé, c'est pas jugé par un tribunal ordinaire classique, normal. C'est jugé... Le tribunal militaire? Non, pas du tout. C'est un tribunal civil qu'on appelle, il y a une loi qui a créé ces tribunaux. Attendez,
C'est pas comme, ce qu'on appelle Shara al-Ahmar, non? Non, c'est 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 pas la ça. criminelle. Je suis à côté, alors. Non, non, mais Malice, c'est toujours bon d'essayer. Donc, Oui. c'est le pôle judiciaire Oui. pour la lutte antiterroriste et le crime organisé. Ah ben voilà. Donc, Voilà. Donc, normalement, il y a 3 au niveau national. Il y a Alger. Alger, c'est Sidi Mohamed, ici à Oran aussi. Et au niveau de l'Est algérien aussi. Ah Donc, ben ça, voilà. c'est des tribunaux avec des magistrats très spécialisés dans ce sens-là. Et croyez-moi, quand on y met les pieds. Alors, c'est pour ça, moi. Vous n'avez pas intérêt. Ah, pas du tout, pas du tout. Donc, c'est pour ça, moi, le conseil qu'on donne à nos jeunes, à nos chers téléspectateurs qui nous Faut regardent. éviter de tout ça, faire. éviter d'amalgamer, Suivez de ce qu'on- polémiquer. Voilà, exactement. Donc, Tout vivez est clair. votre vie et Tout puis est- Non, non, on est tout bien est quand clair, même. voilà. On est bien. Il ne faut pas toucher. Il y a Alhamdoulilah. 2 choses vraiment auxquelles il ne faut pas toucher. C'est la sécurité du pays et l'intégrité du territoire national. Voilà. Donc là, exactement. il faut vraiment éviter. Ah ben oui, d'ailleurs, tous les Algériens, sans exception, de notre président jusqu'au plus petit, on va dire, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est l'Algérie. Bien sûr. Il ne faut C'est pas notre toucher. pays, tout à C'est fait. notre pays, on l'aime beaucoup et puis on donnerait notre vie pour notre pays. Ben, Hein. c'est certain. Donc, hein. Donc, il faut pas jouer avec ça. Très bien, donc merci beaucoup, Saber Merci Djamila, à vous. c'est un plaisir d'avoir, Partagez. de découvrir justement cet article, l'article 87 bis du Code pénal algérien qui a été modifié en 2021 par Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune. Et voilà, donc c'est une chanson, une escapade musicale. Voilà, et on se retrouve juste après avec la rubrique de santé où il sera question de
Je l'ai annoncé, la rubrique Santé aujourd'hui abordera le sujet de la grippe saisonnière avec professeur Salah Lello. Alors lui, il est professeur en pneumologie. Bonjour. Bonjour Iman. Mais ça fait longtemps, Raïb Talina. Oui, ben, le Covid. Bah oui, c'est vrai. C'est la période du Covid où je venais souvent, mais bon, alhamdoulilah, il n'y a plus de Covid. Alhamdoulilah, tant mieux. Donc, pourvu que, même si je m'absente, pourvu que tout le monde se porte bien, qu'il n'y ait pas d'épidémie, qu'il n'y ait pas de pandémie, c'est l'essentiel. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi que de revenir sur ce plateau avec vous, Iman. Merci. Et à travers ce plateau, via la ville Beria, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc nous saluons tous nos téléspectateurs. Très bien. Et j'espère qu'ils pourront bénéficier de tous les conseils qu'on va leur donner. Certainement, parce que déjà, c'est le moment de la grippe saisonnière. Alors, quand on dit grippe saisonnière, qu'est-ce qu'une grippe saisonnière? C'est le moment, comme vous dites, c'est l'automne et l'hiver. Le virus, il aime bien l'automne et l'hiver, le froid. Il n'aime pas la chaleur, donc il ne survit pas beaucoup. Donc c'est pour ça, c'est durant ces deux saisons, l'automne et l'hiver, que la grippe s'installe. Et la grippe, depuis un certain temps, c'est à peu près les mêmes virus qui reviennent. Hein. Les mêmes virus. Nous avons justement, au niveau de la vaccination, il y a 4 virus qui sont visés. 4 virus. Il y a ce qu'on appelle le virus groupe A, avec des sous-types. Il y a le H1N1. Il y a le H2N2 et puis il y a le virus du groupe B avec 2 sous-lignées, le Victoria et le Yamagata. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà. Ça veut dire que ces virus sont des virus généralement qui ont été à l'origine des pandémies, mais qui encore, ils restent. C'est des virus qui, si vous prenez le virus H1N1, c'est le fameux virus de la grippe espagnole. Exactement, oui. En 1919, il a fait des dizaines de millions de morts. Exactement. Voire une centaine de millions. Ce virus, maintenant, bien sûr, il n'est plus aussi virulent, mais il persiste toujours. Mais il est là. Il est là, il est même à l'origine des pandémies. La dernière pandémie du Mexique en 2009. Et donc, il est là. Et le virus H3N2, c'est la grippe de Hong Kong. La grippe de Hong Kong en 1957, il y a eu la grippe asiatique. Et donc, le virus de la grippe de Hong Kong, il est toujours là. Les autres, bon, il y a des virus qui apparaissent et puis qui disparaissent. Il y a certains qui restent et qui continuent donc, à nous infecter. Et les virus, ils mutent. Il mute. C'est pour ça que chaque année, il faut se faire vacciner. D'abord parce que souvent, on peut avoir affaire à de nouveaux virus. Et puis l'organisme, il s'affaiblit. L'immunité, elle protège pendant à peu près 1 an. Donc c'est pour ça qu'il faut renouveler à chaque fois, la vaccination. Chaque année, on va dire. Chaque année, voilà. Alors on va revenir justement pour le sujet de la vaccination. Alors quels sont les symptômes de la grippe saisonnière? Les symptômes, bon, c'est des symptômes bénins quand c'est une grippe simple, mais quand c'est une grippe sévère, bien sûr, surtout quand elle survient chez des sujets qui ont déjà des maladies chroniques, comme le diabète, comme l'hypertension, comme la thyroïde, la thyroïde, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, rénales. Tout ça, c'est effectivement, ça peut donner des grippes sévères. Les symptômes, c'est la toux, c'est la fièvre. Ce qui caractérise la grippe, c'est un début brutal. Subitement, on se retrouve avec une toux, avec de la fièvre, avec l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue. La fatigue extrême, on va dire. Voilà, la myalgie, donc des douleurs musculaires, parfois des céphalées, des maux de gorge. C'est les principaux signes de la grippe saisonnière. Généralement, il ne dure pas longtemps. Hein. C'est la grippe banale, 10 jours, on va dire, 10-15 jours maximum. Hein. Et quelle prise en charge? La prise en charge, elle est symptomatique. C'est pour ça qu'il faut de la prévention. Parce que la grippe, il n'y a pas de traitement. Si, quand c'est des grippes sévères, il y a des antiviraux.
Mais c'est des traitements qu'on n'utilise pas de coutume. C'est surtout un traitement symptomatique, arrêter la fièvre, et puis des vitamines, vitamine C en particulier. Exactement. Surtout que c'est la saison des oranges, de la clémentine oranaise de M. Serguine. Elle est très bonne. Donc voilà, il n'y a pas comme un verre de jus. Tout à l'heure, vous avez demandé à la dame qui m'a précédé, l'avocate, qu'est-ce que vous prenez le matin? Un café, moi, c'est des jus le matin. Ah, vous prenez des jus? Pas de des café. Jus pressés? Jus pressés ou les fruits, les oranges et tout. Donc c'est oui. bien. Il n'y a pas mieux pour... Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, j'adore la clémentine. Quand c'est le moment de la clémentine, j'achète 5 kilos, 6 kilos. Je commence à les éplucher en regardant un film. Au lieu de manger un truc, on va dire salé, sucré, etc. Donc, je mange de la clémentine et c'est très bon. Il n'y a pas mieux. Les fruits, il n'y a pas mieux. Oui. Ça nous maintient un petit peu le dynamisme de la journée. Surtout la clémentine de M. Serguine. Elle a un goût extraordinaire. Mais on en voit de moins en moins. De moins en moins, exactement. C'est dommage. Hein? C'est dommage, oui. Et elle est exquise et elle est bien pour la grippe. Effectivement, gorgée de vitamine C, comme le citron, comme le kiwi, il y a beaucoup de fruits qui sont gorgés de vitamine C. Oui. Donc, il vaut mieux le prendre en vitamines naturelles plutôt que de le prendre en complément alimentaire. C'est pas possible, parce que le kiwi, c'est pas donné aussi. Exactement, voilà. Mais c'est la saison des oranges. Donc, oui. il faut profiter de cette saison parce que moi, j'aime bien les fruits à leur saison. Absolument. Ils sont mieux. Oui, ils ont un meilleur goût. Surtout que nous, chez nous, en Algérie, c'est que les fruits, ils ont un goût exceptionnel. Oui, exceptionnel, oui. Plutôt que les fruits qu'on conserve, qu'on congèle, et puis qu'on fait ressortir dans des hors-saisons, c'est vrai, ça perd tout le goût, le bénéfice, etc. Et effectivement. Donc pour la grippe, je vous ai dit les 4 virus qui traînent, qui tournent chez nous. Et quand on fait l'OMS chaque année, elle détermine quels sont les virus qu'il y a dans l'hémisphère. C'est par hémisphère nord et sud. Oui. Nous, par exemple, les virus qui tournent actuellement chez nous, la saison d'après dans l'hémisphère sud, ils vont avoir des prélèvements qu'on fait à l'hémisphère nord, ça va servir de produire les vaccins pour l'hémisphère sud et vice-versa. Parce que les virus, ils passent d'un hémisphère à l'autre. Oui. Donc, on prépare les vaccins en fonction de ces virus qui circulent. De ces virus qui circulent. Et je vous ai dit, donc on a parlé justement des symptômes, on a parlé de la prise en charge, on a parlé des virus justement qui mutent pendant cette saison. Et le plus important justement, c'est comment se faire vacciner et à quel moment? Absolument. D'abord, le vaccin, ça consiste à quoi? Ça consiste à injecter des antigènes, de virus tués. C'est-à-dire qu'ils sont plus actifs, il reste seulement leurs antigènes qui vont provoquer une réaction du corps humain en développant des anticorps antiviraux sans aller à la maladie. D'accord? Et la plupart du temps, c'est des antigènes qu'on appelle de surface du virus. Le virus, il a 2 types de protéines au niveau de sa surface, ce qu'on appelle les hémagglutinines H et les neuraminases N. Donc en fonction de ces 2 antigènes, en fonction du virus qui est en circulation, ces antigènes vont être injectés dans l'organisme et ça va provoquer donc une réaction des anticorps qui va nous défendre contre éventuellement le virus qui va venir nous infecter. Et ces virus, généralement, ils viennent au niveau des voies aériennes supérieures et puis ils descendent vers les voies aériennes. C'est pour ça qu'au début, on a la toux, on a des douleurs de gorge. La fièvre, après, ça va vers les branches. Vous avez après des problèmes de toux, de gêne respiratoire, etc. Donc, le vaccin, cette année en Algérie, il y a un vaccin, ce qu'on appelle le tétravalent. Il y a un seul type de vaccin qui, justement, il vise les virus qui sont en circulation dans notre environnement. Il n'y a pas de contre-indication
C'est rare, sauf ceux qui sont allergiques aux œufs. Parce que la plupart des vaccins sont préparés à partir des milieux de culture des œufs embryonnés, la plupart. Et donc, sinon, il n'y a même pas de contre-indication des gens porteurs de maladies graves. Par exemple, les femmes enceintes, par exemple, elles peuvent prendre ce vaccin sans aucun problème. Les enfants? Les enfants à partir de 6 mois. À partir de 6 mois, on peut prescrire le vaccin parce qu'avant 6 mois, l'organisme immunitaire n'est pas encore mature pour pouvoir sécréter des anticorps après le vaccin. Donc, avant 6 mois, on ne donne pas de vaccin. Mais après 6 mois, ça ne pose pas de problème. Et quels sont les sujets qui doivent recevoir des vaccins? Justement, oui. Le vaccin, il n'est pas obligatoire. Il passe en priorité. Voilà, il est recommandé, mais il n'est pas obligatoire, le vaccin, contre la grippe. Ce qui passe en priorité, les sujets âgés, au-delà de 65 ans, qui sont plus vulnérables. Donc, il faut les protéger. Parce que quand ils développent une grippe, elle peut être sévère. Elle peut donner des complications. Tous les sujets porteurs de maladies chroniques, que ce soit respiratoires, cardiovasculaires, rénales, hématologiques, oncologie, ces sujets-là ont besoin d'être vaccinés parce que si jamais ils ont une grippe, ça peut être sévère et ça peut compliquer leur maladie sous-jacente. Donc il faut qu'ils se protègent, c'est impératif contre les complications de la grippe, éventuellement s'ils attrapent la grippe et ils sont très vulnérables. Vous avez aussi la femme enceinte. La femme enceinte, avant, il y avait des contre-indications, il ne faut pas le donner premier trimestre. Maintenant, les nouveaux vaccins, on peut les donner pendant tout le mois de la grossesse sans problème. La femme aussi est exposée, donc pour éviter pour elle et pour son enfant des complications, il faut qu'elle se fasse vacciner. Il y a aussi tous les sujets qui sont dans des collectivités comme les maisons de retraite, comme là, c'est des gens fragiles. Il faut aussi les faire vacciner. Il y a aussi les gens de la santé. Ben oui. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont en contact direct avec les malades, peut-être. Il y a ça, mais il y a encore plus. Ils peuvent contaminer les malades. Donc, Voilà. même s'ils sont en bonne santé, même s'ils sont jeunes, il faut qu'ils se fassent vacciner pour ne pas avoir la grippe, pour ne pas être à l'origine de la contamination des patients qu'ils voient. Donc, le personnel de la santé aussi, il doit se faire vacciner. Et puis, toutes les personnes qui veulent se faire vacciner. Exactement. Il n'y a Donc, aucun problème, aucune contre-indication, sauf ceux qui sont allergiques aux œufs. C'est pour ça qu'il faut un petit interrogatoire avant de faire vacciner le sujet. Très bien. Donc la vaccination, elle est, on peut la faire. On bénéficie, tout le monde bénéficie justement de cette vaccination. Et à quel moment, quel mois? Le mois, c'est généralement au début de la saison d'automne, septembre, octobre, et ça va jusqu'à mars. Jusqu'à mars. Et ceux qui ont la grippe, ils vont dire ça y est, on a eu la grippe, on n'a pas besoin de se faire vacciner. Non. Parce qu'ils ont eu, je vous ai dit, il y a 4 virus qui circulent. Peut-être qu'ils ont eu un seul virus, un des 4. Mais il y a aussi les autres. Et ils ne sont pas immunisés automatiquement contre les autres virus. Donc il faut qu'ils se fassent vacciner, même s'ils ont fait la grippe septembre, octobre, ils peuvent, dès qu'ils se sentent bien, s'ils n'ont pas été vaccinés, ils peuvent se faire vacciner pour ne pas avoir encore une grippe. Une autre fois. Une autre fois, voilà, exactement. Très bien, merci beaucoup, professeur Salah Lellou. On le rappelle que vous êtes professeur en pneumologie. Yatik Saha, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran. Absolument, le plaisir est partagé, surtout quand on se retrouve en face de nos chers téléspectateurs qui nous regardent. Effectivement, ils nous sont fidèles d'ailleurs. Ils nous sont fidèles, effectivement. Très bien. Alors maintenant, c'est un sujet réalisé par mon collègue et ami Ilyes Benzien lors de la commémoration en la mémoire de Abdelrahman, de Monsieur Abdelrahman Mekki Rabbi yarhamou. Alors, il était ex-directeur des Beaux-Arts et lui-même c'était un artiste complet. Donc je vous laisse avec le sujet de Ilyes Benzien, on se retrouve juste après. أنا
Un artiste aux multiples facettes, dont l'exposition posthume organisée par le Musée national Ahmed Zabana d'Oran a constitué une véritable célébration de son héritage artistique. Figure centrale de la peinture oranaise, on découvre à travers les œuvres de Mekki Abdelrahman l'âme d'un homme profondément attaché à son identité culturelle. تمر سنة على فقدان صديقنا الفنان الكبير اللي قضى حياته في الفن وقضى حياته أيضا مدير للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة الأستاذ عبد الرحمن مكي. حبينا اليوم ننظموا هذا المعرض، والبارح سمعت معلومة أنه أول معرض فردي ينظمه الفنان وهو غائب عنا. شوفوا اللوحات تاعه تسخر من كل الأنواع، وهذا المعرض اللي كما يقول لك عاود حيانا وعاود عايشنا به للمرة أخرى. ومسكين اللي شفناه أنه في أواخر الأيام تاعه أصيب بمرض، وهذاك المرض اللي عاشه آخر دقيقة وهو في المدرسة، تقريبا يومين قبل ما يتوفى هو في المدرسة. وكان لي آخر الكلام معاه ليلة الموت، هتف لي عيط لي وما قدرش يهضر وقطع التليفون. الغدوة الصباح مات، وسيتي لا ديرنيير نوي اللي دار معايا، وكنا فوتنا ايامات في الخرجات تاع الثقافيه، وال30 عام واكثر تاع الصداقه والاخوه ما تروحش في عام هكذا، تبقى الراسخه. C'était le père typique algérien, c'était l'éducateur. كي كنت نروح عنده l'école وكنت نشوف comment il parlait avec ses élèves, je me sentais un élève. Donc c'était un père, c'était un grand artiste. J'étais toujours fier de lui. C'était mon idole, quoi. Ces œuvres, témoins vibrants d'un dialogue entre tradition et modernité, nous rappellent que l'art reste une passerelle intemporelle entre les générations, un miroir des émotions humaines et un souffle d'espoir face au tumulte du monde. هو كأحد الفنانين اللي مثلوا استمرار إثراء ريبرتوار الفن التشكيلي بإضافة قيمة مضافة له، وله بصمته وله توقيعه المؤكد من طرف المختصين والمتابعين لهذا المجال. ولكن قيمته الأكثر وقيمته الفعلية هو دوره التأطيري والتكويني بإشرافه على مدرسة الفنون الجميلة لسنين طويلة. هذه المدرسة التي خرجت أسماء بعضها الآن يحتل موقعا مهما ليس وطنيا فقط وإنما إقليميا ودوليا. شوفوا لوحاتها الفنية قدامنا، وراه الله يبارك عنده ذوق، يعرف اختيار الألوان الله يبارك. ميرو ماركيت باللي عنده لوحات ديكوراتيف، لي طابلو ديكوراتيف أكثر من ارتستيك، بصح عنده ذوق شباب الله يبارك في اختيار الألوان. Sa peinture s'inscrit directement dans le mouvement Auchem. Quand on voit ces toiles et tout ça, ça nous renvoie tout de suite à Khaddar, à Martinez, et Mosley, tout ce mouvement qui a pensé la peinture algérienne et qui voulait se démarquer de la peinture universelle qui avait lieu au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, et c'était le désir de créer un style autochtone de peinture, et Mekki, il a fait partie de cette école algérienne authentique. Cette exposition n'est pas seulement une reconnaissance de l'immense talent de Mekki Abdelrahman, mais aussi une invitation à réfléchir sur le rôle de l'art comme mémoire vibrante
et catalyseur parler d'échange. avec mes invités, surtout en ce qui concerne le patrimoine, les sites historiques d'Oran. Alors ça, c'est ma passion et la passion de tous les Oranais certainement. Donc, je l'ai annoncé tout au début, on aura de l'architecture en cette matinée. En ce Bonjour d'Algérie, je le rappelle qu'on est le 4 décembre 2024. Il est 9h moins quart. Voilà. Il est 8h45 tapante. Alors, nous avons avec nous Monsieur Mohamed Amin Bekhlifi. Alors, lui, il est professeur, enseignant, chercheur à l'USTO, Mohamed Boudiaf, à l'Université des sciences et technologies de Mohamed Boudiaf à Oran. Alors, il sera question aujourd'hui de parler sur la présentation, justement, de l'ouvrage Oran, ville et architecture de 1790 à 1960. Eh bien, il est là. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Alhamdoulilah. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Marhaba bik. Marhaba bina عندكم. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau et de parler patrimoine, justement, et sites historiques d'Oran surtout. Plaisir partagé. Très bien. Alors, parlez-nous. Très ravi d'être parmi vous. Merci. Voire très honoré. Juste, Inch'Allah, نكونوا ضيافة خفاف عليكم. Certainement. Parce que l'architecture, elle passe toujours très, très fluide dans nos émissions. Parce que les gens, on va dire tous nos chers amis téléspectateurs, généralement, on découvre les villes à travers les sites historiques. Parce qu'à partir de ces sites historiques, c'est qu'on peut déterminer un petit peu qu'il y a eu quand même le passage de plusieurs civilisations. Et quand on parle justement d'Oran, c'est les plusieurs civilisations qui ont dominé un petit peu Oran. C'est ce qui fait la beauté de la ville aussi. Ah oui, certainement. Donc on parle aujourd'hui de cet ouvrage, donc Oran, ville et architecture, qui a été initié par un groupe de chercheurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Bon, permettez-moi de commencer par une très belle citation de Octavio Paz. L'architecture est le témoin incorruptible de l'histoire. Et notre érudit Malik Ben Navi disait, la civilisation, c'est pas un entassement, c'est une construction, c'est une architecture. Donc, comme vous venez de présenter, Oran, ville et architecture 1790-1960 est un fruit d'une équipe de recherche qui s'appelle Invisu. Affilié à l'Institut national de l'histoire de l'art en France. Et c'est une équipe de recherche qui travaille sur l'histoire moderne contemporaine avec comme terrain d'étude le monde arabe et le Maghreb. Donc il vient de publier le livre concernant Oran en 2021 avec l'éditeur algérien Berzakh et Honoré Claire en France. Avant ça, ils ont publié sur Alger, mais en 2016, et un autre sur l'Algérie, avec des collègues de Sétif, de Tizi Ouzou, de Bijaya. En 2012, il s'appelait Construire au-delà de la Méditerranée. Donc ce livre les a pris pendant plus de 5 ans. Pour le finir. Oui, alors, pour ne pas trop nous étaler, justement, parce que vous m'aviez dit tout au début, moi je parle beaucoup, donc il va falloir m'arrêter à un certain moment. Défaut de l'enseignant. Voilà, exactement. Non, c'est pas un défaut, c'est une qualité d'enseignant quand il sait narrer, on va dire, et transmettre ces informations à son assistance, on va dire. Donc, quelles sont les principales périodes historiques justement couvertes dans cet ouvrage? Bon, ce texte a pris une date charnière, c'est-à-dire 1790, la célèbre date de le séisme qui a touché Oran, puis la libération d'Oran par... C'était en 1792, je crois, oui, non? Oui, la libération d'Oran par le Bey Mohamed Ben Atma al-Kabir, rahimahullah. Mais il faut signaler que Oran a été fondé l'an 903 par les Andalous. Donc, l'érudit Abou Ras al-Nasiri, le célèbre érudit Abou Ras al-Nasiri, dans son texte Ajaib al-Asfar wa Lata'if al-Akhbar,
datant du XVIIe siècle. Il confirme qu'elle était fondée par des Andalous. Donc elle était... En 902. 902-903, Voilà. comme un port, urbanisé par les Andalous, habité par des Andalous, ce qu'on appelait Udwat al-Qarawiyyin, le quartier des Andalous, et des tribus autochtones berbères, les Maghrawa. Donc, et après le passage des Ottomans, elle était la capitale du Beylika de l'Ouest, c'est-à-dire elle a pris une dimension de capitale régionale. Puis après les deux passages des Espagnols, la première Reconquista, la deuxième, ils avaient tous marqué leur présence, les Espagnols, surtout concernant des architectures militaires, bien citées, bien documentées dans le livre. Nous reviendrons après sur la méthodologie. Après le passage des Français, et bien sûr l'indépendance. Donc Oran, était toujours une ville cosmopolite, une ville très ouverte. Effectivement, oui. Ce qui a produit un legs, un héritage, voire un patrimoine très riche et très diversifié. Justement, alors quand on parle de patrimoine très riche et très diversifié, donc comment les différentes influences culturelles, voire espagnoles, ottomanes, françaises, il y a eu même le passage des Portugais à Oran qui sont restés quand même, ils ont occupé Oran pendant 60 années, donc se manifeste-t-elle dans l'architecture oranaise? J'aimerais bien, dans leur passage, oui. et le développer à travers des promenades. Donc, c'est des promenades. Et ces promenades, on peut visiter, c'est-à-dire en commençant par Sid el-Houari. Justement parce que quand on aborde le passage de ces différentes civilisations, c'est qu'on les voit concentrer beaucoup plus à Sid el-Houari, ce qu'on appelle l'âme d'Oran, d'ailleurs, et le corps d'Oran, on va dire. Donc, on voit d'ailleurs à Sid el-Houari, on voit la place Boudeli Hasni, rebaptisée Boudeli Hasni, place Kléber, où on y trouve d'ailleurs la première APC, c'est ça, d'Oran, avec là où il y a actuellement l'OPGI. Oui. Donc c'est c'était l'ancien hôtel, je crois. Oui. Voilà. Et juste au dos de l'hôtel, d'ailleurs dans cet hôtel où Napoléon III a séjourné quand même avec son épouse. Oui. Donc, et juste au dos justement de cet édifice, on y trouve la première préfecture d'Oran. Oui. Donc, quand on parle justement de Sid el-Houari, on y trouve même l'empreinte ottomane. Oui, c'était le premier noyau. Voilà, le premier noyau. On y trouve aussi la rampe de Madrid, le noyau espagnol. Ensuite, à partir de l'église Saint-Louis, donc on commence à découvrir... Qui était une mosquée andalouse. Exactement, la mosquée Mohamed Ben Othman el-Kbir. Oui. C'est ça? Non. C'était... C'était à l'abbé d'un érudit andalou. On dit qu'elle était construite en 12e, 13e siècle. Oui. Mais ça reste un objet de recherche continue. En patrimoine, nous avons un credo. On n'a pas droit à l'hypothèse tant qu'on n'a pas vérifié. Ah, voilà. Oui. Donc, d'ailleurs, juste un peu plus haut, on trouve le petit santon aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, chers amis téléspectateurs, et surtout là, je m'adresse aux personnes qui ne connaissent pas Oran déjà. Donc, c'est la ville, on va dire, qui est gorgée de forts. Oui, elle est gorgée de forts. Et comme je l'ai expliqué, c'était l'empreinte espagnole, parce que c'était un poste avancé. Et c'est-à-dire, ces conceptions étaient plus des conceptions du génie militaire espagnol. D'accord? Un petit peu pour résumer votre question, Victor Hugo disait que l'architecture est le plus grand livre de l'humanité. Il dit aussi que jusqu'à Gutenberg, l'architecture était l'écriture de l'humanité. Effectivement. Oran, c'est le meilleur exemple. C'est une ville
cosmopolite, une ville méditerranéenne, une ville capitale d'une région qui porte son nom, l'Oranie. Oui. Donc c'est un petit peu, elle marque le passage de chaque civilisation. Effectivement. Et même dans ce qu'on peut appeler un style, entre guillemets, il y a toute une belle évolution de style. Effectivement, oui. Je ne sais pas, l'art déco qui marque Oran, tout le travail du grand George Wolfe, l'architecte du musée. Du musée, oui. Oui, le grand Wolfe. Il y a toute une évolution, même au sein de l'art déco primitif, puis l'art déco riche. Il y avait des exemples du néo-mauresque, ou ce qu'on peut appeler l'orientalisme. La gare d'Oran, tout le travail de René Tournier. C'est un joyau architectural magnifique. Oui, et c'est un monument national. C'est un monument classé. Il y a un petit passage aussi d'avant-garde moderniste. Là, on voit la rencontre qu'il y a eu lors du passage du trio qui ont réalisé cet ouvrage. Ça a été au CRASC, justement, au siège du CRASC. Si vous permettez, allez-y. Je tiens à remercier chaleureusement tous les cadres du CRASC qui nous ont aidés pour organiser le forum. La première présentation du livre, c'était mardi 26. Tous les cadres du CRASC. Je tiens à remercier aussi les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous ont aidés, les cadres du ministère des Affaires étrangères et tous mes amis, mes collègues qui m'ont aidé pour présenter... Justement cet ouvrage qui est très important pour la ville d'Oran. Oui. Alors juste une autre question. Alors quelles méthodes de recherche ont été utilisées pour compiler les informations sur les édifices d'Oran? Une méthode en patrimoine classique, une méthode d'inventaire, donc sur un plan. Donc il fallait définir les bâtiments qui ont un potentiel. Et l'atout de ce livre, de ce travail, donc les collègues, le trio, Claudine Piaton, Juliette Hubert et Thierry Locard, après ils ont consulté l'ensemble des centres d'archives en France, plus de 20 centres d'archives, plus les archives espagnoles, les archives royales à Madrid et les archives de l'armée royale espagnole. Donc, et sur cette base, on a pu vérifier des informations sûres. Donc, comme je l'ai expliqué, on n'a pas le droit à l'hypothèse. Donc, et ce livre nous enseigne, peut-être nous corrige, nous donne des informations nouvelles, des informations très importantes, surtout sur le plan scientifique. Oui. Je m'explique. Donc, avant, nous avons l'idée que Albert Ballus était le concepteur de la gare d'Oran. Non, c'est pas juste. Le concepteur de la gare d'Oran, c'est un architecte qui s'appelle Marius Toudoir. Et c'est l'architecte qui a conçu la grande poste d'Alger avec Jules Voineau. Oui. Comment on pouvait trancher sur ça? Il a fallu consulter tous les archives de la SNCF. D'où le travail de l'archive très important pour le chercheur, quel qu'il soit, chercheur en histoire, en géographie, en patrimoine, en architecture, en urbanisme. L'initiative de M. le Président de la République, elle est très importante pour les archives. Bien sûr, parce que les archives, ils font justement toutes les nations, ils font l'histoire d'un pays, ils font l'histoire de toute une nation. Donc, alors, juste la dernière ligne droite de votre passage avec nous au Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran. Alors, quelles sont les principales conclusions de l'ouvrage? Bon, cet ouvrage, c'est un socle. C'est surtout concernant l'architecture. Oui, c'est un socle. C'est un socle avec des informations très sûres, scientifiquement vérifié, donc il peut nous permettre d'élargir la perspective dans la valorisation de notre patrimoine, parce qu'avant de valoriser le patrimoine, il faut le connaître. Effectivement. Le connaître d'une façon sûre et scientifique. Voilà, bah oui. C'est un socle sûr. Je donne un autre exemple. Nous ne savions pas aussi le passage du grand orientaliste Edmond Duthoit à Oran. Nous connaissons que Edmond Duthoit,
a fait des grands relevés à Tlemcen, à Alger. Donc, à travers ce livre, et bien expliquer son passage à Oran, ses relevés à la mosquée du Pacha, par exemple. On a aussi pu vérifier tout l'historique de la mosquée Garganta, avec tous les plans militaires, la réhabilitation d'Albert Balu vers la fin du 19e siècle. Donc, avant de valoriser notre patrimoine, il faut toute cette étape de connaissance scientifique. Ce texte est un essai dans cette direction. Très bien. Franchement, vous m'aviez emporté dans l'histoire d'Oran et c'est une histoire vraiment très passionnante. Très riche. Et très riche aussi. Très riche. Peut-être parce que j'adore ma ville et j'adore les sites historiques. D'ailleurs, surtout d'où les balades qu'organisent on va dire des associations, on va dire même des guides historiques. Le livre est composé en 5 parties. Tenez. Non, d'accord, je peux le garder. En 5 parties. Donc, il y a première partie qui concerne son évolution urbaine, sa morphogénèse, bien expliquée à travers des cartes. Puis après, un chapitre sur les architectes d'Oran et les commanditaires, les maîtres d'ouvrage. Oui, c'est très important. Ça, c'est magnifique. Oui, ça. et le livre est développé à travers des promenades, des axes. Voilà. Des axes. Et ce qui est aussi un grand travail, c'est le répertoire des architectes qui ont travaillé à Oran. Justement. Et c'est un répertoire vérifié, c'est-à-dire leur biographie et leur travail, ce qu'on appelle des monographies. Oui. C'est juste que je suis tombée sur cette belle photo. Oui. Elle est magnifique. L'ancienne synagogue. Justement. Voilà, synagogue. donc on a récupéré. Oui. Et comme on dit, il y a eu plusieurs passages, on va dire, à Oran. Donc, chaque passage civilisationnel a laissé son empreinte à Oran. Donc, belle empreinte. Exactement, de très beaux édifices historiques, on va dire. D'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas Oran, il va falloir qu'ils viennent pour visiter cette très belle ville. Marhaba bikom, d'ailleurs, c'est une ville qui est ouverte, comme on dit, tarahab tout le monde. Iman, si tu permets. Oui. Aujourd'hui, il y a une dynamique dans la prise en conscience du patrimoine algérien qui est riche, très riche, très riche, soit patrimoine matériel ou immatériel, et une dynamique très positive, surtout concernant la valorisation. On essaie de classer de nouveaux monuments de nouvelle époque, et une dynamique très très positive. Je donne l'exemple de l'université de Lusto. L'année précédente, elle est classée monument national. Un très bel édifice, hein. Oui. Très très belle université. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'université de Lusto, Mohamed Boudiaf, c'est un édifice magnifique. D'ailleurs, son architecte, c'est un japonais, non? Oui. Voilà. Oui, c'est 15 Autange, 1974. Exactement. Les plans authentiques, elle a signé en décembre 1974 et c'est la seule œuvre structuraliste en Afrique. Oui. Et 15 Autange est un Pritzker, c'est l'équivalent du prix Nobel. Donc, voilà. Oui, et on a classé aussi le théâtre de Sidi Bel Abbas, 1930, le théâtre du grand architecte Charles-Henri Montalon, le théâtre de Batna. Juste, il faut continuer dans cette dynamique. Dans cette dynamique, exactement. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir d'avoir parcouru, d'avoir eu beaucoup plus de renseignements sur le patrimoine oranais. Comme on dit, d'ailleurs, je tiens à soulever cela. Donc, Oran ne donne pas son dos à la mer. Par contre, elle ouvre grand ses bras et il vous dit « Welcome to Wahran ». Donc, marhaba bikom. Alors, une petite pause musicale. Mama Algéria. On se retrouve juste après. باغي نفهم لا نخمم فيك غير انتي قاع قالوا لي
هواكي سحرتنا لو كان شافوك قاع يحسنوا عوني باسكو كنتي شابة بزاف 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 مرافنا عليك انا نخاف 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 كي نتوحشك وحدي نولي نرجع عدينك بزاف جامي طيحوك في المندف الفو تعرف ماشي غردي لكوت انا نبغي ماشي غردي لكوت نخمم غير فيه حسني عوني لكوت نغير عليك قلبي نعطيك روحي نفديك I love my mama 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 ونعشق في ماما 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 ونموت على ماما 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 الجيريا قلبي نعطيك روحي نفديك بيتني انا بغيك وانتي عندك تاريخ جبتي ريشة تالي فيهم شيخ على جالك انتي قادر نوصل لبعيد دروها قبلي 1.5 مليون شاهد كي جبتي الامير عبد القادر جبتي زبانة كي جبتي العربي بن مهيدي جبتي بوهمامة كي جبتي علي لافوان جبتي حاسبة انت اللي فيك الجبال فيك البحر فيك الصحراء ماشي غردي لكوت انا نبغي ماشي غردي لكوت نخمم غير فيه حسني عوني لكوت نغير. Pour le choix de cette très belle chanson par la belle voix de Youssef Youz. Merci à Nebi. Noui, le rédacteur en chef de la production qui nous a concocté, on va dire, et nous a choisi ces belles chansons. Merci beaucoup, Nebi. Alors, bien sûr, l'entrepreneuriat. Donc, c'est le sujet du moment puisqu'il y a un colloque qui est en train de se préparer, le colloque national sur l'entrepreneuriat et son rôle dans la création des startups. Et bien, pour en parler, nous avons avec nous Monsieur Karim Kateb, président du colloque. Bonjour. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aussi, c'est un plaisir pour moi. Je remercie la station d'Oran, de la télévision. Je remercie tous les journalistes. Merci. Alors, pour ce colloque, ce premier colloque national qui se déroulera le samedi 7 décembre 2024. Dans 2 jours. Dans 2 jours, dans 3 jours, à la bibliothèque centrale de l'Université d'Oran 1. C'est avant l'IGMO et après le MPO. Attendez, avant l'IGMO et après le MPE, c'est entre les deux, c'est la bibliothèque centrale. Ah oui, ça y est. C'est la bibliothèque centrale qui fait c'est la bibliothéconomie. C'est la bibliothèque centrale, là où il y a le centre intensif des langues. Très bien. D'Oran 1, en face le tramway. Ah oui, oui, ça y est, je vois. D'accord, donc ce colloque sur là où il y a les cours de l'UFC? Non. Pas les cours de l'UFC, là où il y a le centre intensif des langues, où il s'est déplacé à la bibliothèque centrale. C'est ouvert il y a à peu près 1 année et demie. Donc ce premier colloque national sur l'entrepreneuriat et son rôle pour activer la création des startups en Algérie est en collaboration avec l'école supérieure en génie électrique et génie électrique d'Oran, avec son incubateur et son CDE, et aussi avec la chambre de pêche et d'aquaculture d'Oran, c'est notre partenaire dans plusieurs événements. Donc ce colloque vient pour montrer le rôle de l'entrepreneuriat en Algérie pour la création de valeur, pour la création de la richesse, pour un développement économique. Il y aura à peu près, c'est un colloque en présentiel et à distance, il y aura à peu près 80 participations. La matinée, ça sera les plénières, où il y aura un expert en énergie, M. Benchenin Houssine, qui va nous parler de l'économie de l'énergie et son rôle dans l'entrepreneuriat. Il y aura un directeur d'une start-up innovative, un jeune directeur d'une start-up innovative qui va parler de sa réussite en tant que jeune entrepreneur qui a créé sa propre start-up. Donc, les 80 participations dans presque toutes les universités du Sud, Bachar, Adrar, Larwat, Gardaya,
de l'ouest, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Oran, Tlemcen, Rilizan, Mascara. Au centre, il y a des universités d'Alger, de Béjaïa, et les centres de l'Université de la formation continue, de Béchar, de Bebzouar, de Ben Aknoun, d'Oran aussi. Donc ce premier colloque national et aussi pour promouvoir les startups en Algérie, suivant le décret 1275 du 27 septembre 2022, celui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette idée des cursus de master et même en doctorat, créent leur propre start-up et obtiennent leur diplôme de start-up et profitent des avantages fiscaux et parafiscaux qu'offre l'État algérien pour ces jeunes. Très bien, alors quelles sont les thématiques abordées dans ce colloque? Alors, ces thématiques sont diverses. Il y a diverses thématiques. Il y a des thématiques sur l'innovation, thématiques sur le marketing et son rôle dans l'entrepreneuriat, thématiques purement juridiques, et c'est les lois qui concernent la promotion des startups et de l'entrepreneuriat en Algérie, des thématiques aussi allant à l'idée pour créer les entreprises, diverses thématiques qui sont riches et nous voulons, nous, dans ce colloque national, sortir avec des recommandations. Entre différents acteurs. Alors, il y aura aussi des entreprises qui seront invitées, il y aura des organismes publics tels que la NESDA, tels que l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et promotion de l'investissement, c'est l'ex-centre de facilitation. L'INAPI, la pépinière d'entreprise d'Oran, les banques, on va voir la BNA qui sera présente. D'ailleurs, puisque vous avez abordé les banques, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la banque, donc on leur souhaite une bonne fête et puis on espère qu'ils vont changer un petit peu, ils vont être beaucoup plus favorables aux clients, on va dire, bien sûr, et voilà, donc bon vent à vous. Bon vent pour tous les banquiers, les banquières. Hein. Exactement, voilà. Oui. Donc, juste une dernière question. Oui. Donc, rapidement, quel est l'objectif du colloque? Alors, l'objectif du colloque, du premier colloque national sur l'entrepreneuriat et son rôle pour activer la création des startups en Algérie, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat en Algérie. C'est-à-dire que grâce à l'entrepreneuriat en Algérie, les jeunes créent leur propre entreprise, créent des postes d'emploi, encouragent la création de richesses en économie et notons que ces jeunes entreprises obtiennent des avantages fiscaux et parafiscaux en s'intégrant dans ce décret 1275 qui est de 4 années ils ne payent pas les impôts pendant 4 années. Ah ben ça va. Donc c'est ça. C'est encourageant. C'est très encourageant. Il n'y a pas d'autres pays qui font cela comme notre pays, l'Algérie. Et nous remercions Dieu pour ça. Très bien. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci, madame. Et bon vent pour votre colloque national. Merci, soyez les bienvenus. Hein. Merci. Merci à l'équipe. Une chanson du style maintenant Gnewi avec l'artiste Wadah Ghazali. On se retrouve juste après. Pray to God every day. Please let me, I wanna fly away. I pray to God every day. Please let me, I wanna fly away, fly away. ما بلا موساك كل جنة بلا موساك شي بحرية بلا موساك
يقذفوا بيا برا موساكا مولانا بينا برا موساكا رجال اللغي برا موساكا ولا إله إلا الله برا موساكا راك الجنة برا موساكا الله والله برا موساكا وشي بحرية برا موساكا ويقذفوا بيا برا موسيا. Eh bien, moi, je commence toujours avec nos jeunes. Alors, maintenant, c'est le sport à l'honneur en cette matinée au Bonjour d'Algérie d'Oran, de la station régionale d'Oran. Eh bien, toute une équipe est là pour vous servir jusqu'à 9h30. Alors, on est avec deux athlètes et pas des moindres, puisque eux, ils nous ont ramené vraiment de belles médailles. Voilà, regardez. C'est pas les miennes, hein. Voilà. Donc, nous avons avec nous deux jeunes athlètes en aviron. Alors, c'est Yassine Ben Salah Lahlou. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Pas très fatigué de se réveiller tôt le matin? C'est un plaisir, Yak, d'être avec nous. Oui, c'est un grand plaisir. Très bien, merci beaucoup. Alors nous aussi, on est très contents de vous recevoir. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné d'un autre athlète, Zakaria Guesmi. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Très bien madame, merci. Bien. Merci, on est honoré de l'invitation. Eh bien c'est nous, hein, avec toutes ces médailles sur la table, et comme ça, et pratiquement toutes en 2024. Oui, en 2024. Pratiquement, Ça voilà. fait pas longtemps, ça fait 2 semaines. Ah, ça fait 2 semaines. 2 semaines, oui. Fraîchement médaillé, on va dire. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu de cette compétition dans laquelle vous avez pu accrocher et arracher des médailles. La dernière, il y a 2 semaines. Oui, c'était il y a 2 semaines. Oui. Donc on avait une compétition, c'est un championnat d'Afrique, d'aviron classique et d'aviron de mer. Ça s'est passé où? En Égypte, à Très Al-Amin. Donc on a eu une préparation un peu courte, mais on a fait notre maximum. On était un groupe d'athlètes de 18 athlètes. Donc on a fait notre maximum, on a fait des efforts et on a ramené des médailles. Donc on est content du résultat. On aurait aimé avoir nous aussi, des médailles on est d'or. content des résultats. On aurait aimé avoir des médailles d'or. Oui. Mais vu l'entraînement et les efforts qu'on a fait, donc le temps était compté. Oui, c'est pas évident. Oui, c'était pas évident. Difficile. Vous Oui. aviez eu des, on va dire, des concurrents redoutables, c'est ça? Oui, on avait beaucoup de concurrents. Surtout sur la scène africaine, il y avait des personnes beaucoup plus expérimentées que nous. Il y avait des athlètes qui ont déjà participé au championnat du monde, donc qui ont beaucoup d'expérience. Donc c'était difficile de faire avec eux. Alors, maintenant vous êtes des athlètes bien sûr confirmés, vous nous avez ramené des médailles qui sont là, on est fiers de vous. Alors, vous avez quelle a été votre histoire avec l'aviron? Très bien. Pour ma part, j'ai commencé en 2012, l'aviron. D'accord. C'était grâce à mon père, il était rameur lui aussi. Oui. Donc, j'ai participé à ma première compétition nationale. C'était en 2015, à Tipaza. Donc, j'ai aimé le sport. Donc, c'est un peu dans mes gènes. Vous avez aimé l'aviron, en fait. Oui. Donc, c'est à travers votre papa, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Donc, ma première compétition, c'était en 2015. C'était avec mon club aviron oranais. Oui. Donc, j'étais encore gamin, j'étais encore petit. En 2022, j'ai intégré l'équipe nationale d'aviron. Oui. Donc, et depuis, c'est bon. Oui. Vous vous êtes lancé. Oui. Très bien. Et vous? J'ai commencé l'aviron en 2015. Ma première compétition au championnat d'Algérie était en 2021. J'ai eu une médaille d'or. J'étais cadet. C'était la première compétition de ma vie. Très bien. Et c'était comment? 2021. C'était comment cette première compétition? C'était dur.
C'était dur? Oui, parce que... Vous étiez stressé? Voilà, oui. Ma première compétition, j'étais petit, je ne savais pas c'est quoi... C'était quoi une compétition? Voilà, c'est quoi un championnat, de ramener la médaille d'or. L'importance justement de cette compétition. De la médaille d'or. Voilà. Très bien. Alors, on va dire, vous avez choisi l'aviron. Vous avez choisi... Bon, lui, c'est parce qu'il y avait son papa qui était rameur, en fait. Hein. Donc, et vous? Vous aussi? Non. Non? Comment vous avez choisi l'aviron? J'ai vu des... Pourtant, c'est un sport qui n'est pas très médiatisé en Algérie. Voilà, oui. J'ai vu des bateaux... J'étais en front de mer, j'ai vu des bateaux. Et je voulais découvrir ce sport. C'est bien. Vous l'avez commencé à quel âge? 9 ans. Moi, à l'âge de 10 ans. Ah, quand même, Oui. très jeune. Hein? Oui. Très jeune. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'intensité pas des répétitions, qu'est-ce que je parle, des entraînements? Très bien, donc c'est un sport très dur. Donc, Justement, parce qu'il faut vraiment ramer. Hein? Oui, donc comme, avoir des bras forts. Hein? Comme vous l'avez dit, c'est un sport pas très médiatisé. Donc beaucoup de gens ne connaissent pas le sport, ne connaissent pas l'intensité du sport. Donc c'est un sport très très complet, très très dur, très très exigeant, physiquement et mentalement surtout. Donc il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures d'entraînement. L'entraînement, c'est combien d'heures par semaine? Donc déjà on s'entraîne tous les jours. D'accord. Et comment vous êtes étudiant certainement? Oui. Vous faites il faut faire avec. Vous faites quelles études? Non, je suis salarié. Ah d'accord, ok. Donc vous êtes dans le monde du travail. Et vous? Moi, je suis étudiant. Ah, bah, Première année de sciences technologies. Ah bah, à l'USTO. Oui. Vous faites quelle filière? Sciences technologies. Ah, en sciences et technologies. Sciences technologies, ah bah oui, voilà. Donc c'est bien. Et comment vous arrivez à gérer, on va dire, le travail avec le sport, avec les entraînements intensifs justement, et vous, les études avec le sport? C'est pas évident. Hein? Il faut faire des sacrifices. Et quels sont ces sacrifices que vous avez faits? Comment vous faites? On ne vous cache pas qu'il faut un peu délaisser la vie, un peu de vie sociale. Il faut délaisser un peu de tout. Donc c'est des contraintes, c'est plus des contraintes que des sacrifices que tu dois faire dans ta vie. Donc si tu choisis d'être un athlète professionnel, d'être un athlète de haut niveau, donc il faut faire avec. Donc il faut se réveiller tôt tous les matins. Faut avoir tôt à quelle heure? À partir de 5h30, 6h. 5h30, 6h, ben voilà. Ben c'est ça, hein. D'ailleurs, comme on dit, l'avenir appartient à celui qui se lève très tôt. Hein. Donc, et vous l'apliquez. Hein. Comme ça. Donc, et vous commencez l'entraînement à quelle heure? Donc, en période de stage. Oui. Donc, en période de stage, on est au BIC quotidien. Donc, on s'entraîne 2 fois par jour. Très bien. Donc, il faut s'entraîner tôt le matin, vers 8h. Et l'après-midi? Et l'après-midi, vers 16h, vers 17h, on s'entraîne le deuxième. Très bien. Donc c'est pareil pour vous, je suppose. Oui. Vous faites partie du même club? Non, pas le même club. Ah d'accord. Okay. Moi je suis sur l'Aviron Oranais, que je salue pour le... Et vous? CSU. Très bien. J'étais en CSU, maintenant je suis dans un club à Alger. Très bien. Alors quelles sont les prochaines compétitions importantes, nationales, internationales? Championnat d'Algérie, Inch'Allah, indoor. C'est quand? La fin janvier. Très bien. Eh bien, après, j'espère que vous allez devoir nous ramener des médailles d'or. Hein? Et vous serez ici alors. Hein? Rendez-vous pris. Hein? Très bien. Merci beaucoup. Merci à nos athlètes et bon courage et bon vent pour vous. Beaucoup pour et bonne compétition. J'espère que c'est votre première télé, non? Oui. Oui. Très bien. J'espère que vous allez garder de bons souvenirs de nous. Hein? Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, je regrette infiniment de Ferida Rgui.
J'aime bien cette chanson. Et comme je suis avec mon collègue et ami et frère Ilyes Benziyen pour la dernière ligne droite de ce Bonjour d'Algérie qui a commencé à 8 heures et pour vous servir, on a essayé de concocter un programme bien varié qui, j'espère, a répondu à vos attentes. Alors Ilyes, notre monsieur cinéma, bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Très bien, très Ben, bien. on ne vous voit plus, hein. Vous êtes occupé pour les tournages de votre émission, je crois. Oui, mais quand il y a de belles actualités cinéma, on est toujours présent pour en parler et pour les faire connaître à nos chers téléspectateurs. Alors, je vous laisse le soin de nous transmettre. Déjà, il y a un très bel événement demain. Celui-là, on va laisser un peu pour la fin. D'accord, le meilleur pour la fin. Absolument. Très bien. Avant de commencer, je voudrais juste profiter de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à l'illustre journaliste qui nous a quittés tout récemment, Mohamed Saleh, à l'âge de 81 ans, et qui a été rédacteur en chef au quotidien Jumhouria de 80 à 97. Donc c'est quand même une figure de proue de la presse algérienne en général et oranaise en particulier. Allah yahmou. Oui, sabbar, ahloun inshallah. Ahloun inshallah, oui. Les condoléances de toute l'équipe de la station régionale d'Oran, à commencer par notre directeur régional, Monsieur Omar Ziden. On présente nos condoléances à toute sa famille, que ce soit sa famille professionnelle ou sa famille justement personnelle. Oui. Alors maintenant, pour revenir un peu au cinéma, c'est quand même une très belle actualité, une semaine cinématographique qu'a connue Oran. On va commencer par bien sûr l'ONCI, donc l'Office national pour la culture et l'information, qui après un arrêt de plus de 2 ans, cinéma, revient avec une semaine consacrée au cycle, bien varié d'ailleurs, cycle cinéma algérien, avec pas moins de 3 projections par jour. Donc quand même. Pendant toute la semaine? Pendant toute la semaine. C'est tous les jours? Tous les jours. C'est comme ça à l'ONCI. Bon, pour mettre un peu le sujet dans son contexte, alors on rappelle que l'ONCI, à une certaine période, donc fin 2019, début 2020, s'est consacré à l'organisation de projections de films récents au même temps que leur diffusion internationale. Donc on avait eu l'occasion d'apprécier et d'admirer le film Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino au même moment que sa sortie internationale. Il y avait aussi le Joker de Todd Phillips par exemple. Et entre-temps, il y a eu la pandémie de Covid-19, ce qui a amené à l'arrêt de toute activité culturelle pendant plus de 2 ans. Dans le monde d'ailleurs, pas uniquement en Algérie. Absolument. Donc ce qui a conduit l'ONCI à arrêter brutalement ce rythme de projection. Les activités culturelles en général, oui. Donc là, ça reprend. Il y a eu beaucoup de spectacles pour enfants, des concerts musicaux, etc. Et là, justement, ils reviennent au cinéma. Et avec pas moins, comme je l'ai dit, vous êtes très content d'ailleurs, vous avez une lueur dans les yeux. Je suis très content. C'est votre dada d'ailleurs, le cinéma est votre dada. Ah oui, absolument. Surtout avec un programme aussi chargé. Donc il y avait, comme je l'ai dit, donc c'est une semaine consacrée au cinéma algérien. Donc il y a des classiques et des films plus récents. Donc il y a par exemple Le Son des loups avec Youssef Zhaïri. Il y a par exemple le film Yemma et la plus grosse surprise, c'est le film d'aujourd'hui même, donc, dont j'invite nos chers téléspectateurs à aller le voir. Ça sera à 14h. Ça sera le film de Moussa Haddad, Allah yahmou, Les vacances de l'inspecteur Tahar. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Et c'est toujours un plaisir de regarder ce film et de l'apprécier. À chaque fois, on l'apprécie d'une certaine façon. Hein. À chaque fois, c'est des émotions incroyables avec l'inspecteur Tahar. D'ailleurs, c'est l'incontournable. Hein. Oui, l'incontournable Haj Abdelrahman et Yahya Ben Mabrouk, le duo de choc, on va dire. Oui. Et vous disiez juste à l'instant, donc c'est un film qu'on apprécie à chaque fois. Eh bien, vous aurez l'occasion de l'apprécier encore plus, parce que la version qui est diffusée aujourd'hui, c'est la version déjà intégrale et restaurée. À quelle heure? Ça sera à 14h au niveau de la salle Saada ex-Colisée. Ah, ben voilà, donc on ira tous cet après-midi. Oui, donc j'invite nos chers téléspectateurs. Alors, notre directeur, il va nous dire, vous allez déserter, la station régionale d'Oran. Alors, croyez-moi que ça c'est quand même appréciable. Bien sûr, c'est à ne pas rater. C'est l'incontournable. Et c'est pas tout. Après, il y aura à 16h la diffusion du film La Voix des Anges et à 18h Arestonis. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Il y aura aussi demain, c'est une semaine entière. Donc demain, il y aura
un autre film de Moussa Haddad, c'est son tout dernier avant son décès, c'est Harraga Blues. Ah oui, Harraga Blues avec Zakaria Ramadan, je crois. Absolument, absolument. Voilà, vous êtes très bien renseigné. Ça va, hein? Tout à fait. Tout à fait. Exactement, exactement. Donc voilà, il y aura donc Harraga Blues à 16h, Parfum d'Algérie, et à 18h, l'Andalou. Ça, c'est pour demain. Donc, l'Andalou de Mohamed Chouir. Tout à fait. Avec vous m'étonnez aujourd'hui, vous m'épatez. Hassan Kchache. Tout à fait. Il y a eu même la participation d'Espagnols dans ce chef-d'œuvre, on va dire. Et c'est très beau. Oui. L'histoire est très belle. Oui. De toute façon, Mohamed Chouir, on a présenté quand même un immense réalisateur algérien qui est derrière l'un des plus grands films, à mon sens, algérien, La Citadelle. Oui, effectivement, très beau film. oui, La Citadelle, exactement. Très beau film. Donc voilà, bon, ça c'est pour l'ONCI. Ça c'est en général. Et là, on va passer à une autre grande nouvelle cinématographique. Oui. Ça sera le film qu'on attend tous, qui est le film Algiers, ou 196 mètres de Chakib Taleb Ben Diab. Ah oui. Le film qu'on attend depuis des mois. Eh bien, nos chers téléspectateurs et nous-mêmes auront le plaisir de l'apprécier. C'est bon, c'est les nouvelles fraîches du cinéma. Allez, voilà. Eh bien, on aura le plaisir de le découvrir demain en avant-première, en présence de l'équipe technique du film, ainsi que des acteurs principaux, donc à savoir Nabil Asli, Emri Mishkan. Ça sera... Ah, ils seront là? Ils seront là. Donc ça sera demain à 19h au niveau d'un multiplex privé, donc on ne peut pas citer le nom, mais que tout le monde connaît. Ouais, donc, oui, surtout à Oran. Hein. L'information, elle se faufile. Hein. Absolument. C'est un film, selon certains retours critiques, c'est un film grandiose. Et c'est le film qui a remporté nul autre que le Grand Prix au Festival de Rhode Island aux États-Unis. Plaisir demain. Oui, et c'est aussi le film qui va représenter l'Algérie aux Oscars. Ah ben voilà. C'est quelque chose quand même d'assez important, et qui est nécessaire de le rappeler. Très bien, donc on arrive à la fin de notre direct aujourd'hui. Nous sommes, je le rappelle, mercredi 4 décembre 2024, donc en clôture avec mon ami et collègue et frère Ilyes Benzien. C'est notre Monsieur Cinéma de la station régionale d'Oran. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Quant à moi, chers amis du matin, chers amis de Canal Algérie en général et de tous les fidèles de tous les problèmes. C'est quoi, fidèles de problèmes? De tous les programmes de Canal Algérie. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On se donne rendez-vous de la même station, de la même ville, le même jour. C'est toujours les mercredis de la station régionale d'Oran à 8h. On sera là et toute l'équipe de Bonjour d'Algérie sera là pour vous servir. Ciao. راكي سعرتنا لو كان شافوك قاعد يحسنوا عوني باسكو انتي شابة بزاف 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 مرافنا عليك انا نخاف كي نتوحشك وحدي نولي نرجع في عدينك بزاف جامي طيحوك في المندف